rejoindre sur Radio J et on parle effectivement de ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, les principaux dirigeants européens étaient conviés à l'Elysée pour une réunion informelle qu'Emmanuel Macron a organisée hier sur l'Ukraine et la sécurité en Europe. Pour en parler, nous sommes avec Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris, à l'INALCO également, spécialiste des questions européennes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, beaucoup de réunions. Encore aujourd'hui, on attend notamment un rassemblement, en tout cas une réunion en Arabie Saoudite. Mais d'abord, que retenir de celle d'hier ? Qu'est-ce qu'on en pense, Patrick ? Écoutez, c'était une réunion informelle, ad hoc, comme on dit, c'est-à-dire qui a été organisée en urgence par Emmanuel Macron au lendemain de cette conférence de Munich sur la sécurité et également au lendemain de la prise de position des États-Unis et du président Donald Trump, au terme de laquelle il a décidé que l'Europe ne devait pas être associée à un processus que je n'ose pas appeler un processus de paix, en tout cas un processus de cessez-le-feu en Ukraine. L'Europe est exclue, l'Ukraine était également exclue. Et donc, Emmanuel Macron a considéré qu'il fallait en urgence que les principaux dirigeants européens, en effet, se réunissent avec la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen pour tenter de montrer que l'Europe doit absolument avoir un rôle dans le règlement de la guerre en Ukraine. Alors, on a entendu, c'est vrai, plusieurs représentants européens. Alors d'abord, Emmanuel Macron qui appelle à des garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens, le chancelier allemand qui a redit sa détermination à soutenir l'Ukraine et le premier ministre britannique Keir Starmer qui se dit prêt, lui, à envoyer des soldats en Ukraine si nécessaire. Que pensez-vous de ces déclarations ? Écoutez, pour l'instant, on en reste au stade des vœux pieux, tout simplement parce que le Premier ministre britannique, effectivement, a dit qu'il était prêt à envoyer des troupes, mais pourquoi faire ? Même chose de la part du président français, mais vous aurez remarqué que plusieurs États sont réticents à l'idée d'envoyer des troupes. On a le chancelier Scholz allemand qui a dit que ce n'était pas la priorité, d'autres États ne le souhaitent pas non plus, même la Pologne qui se trouve à côté de la Russie et exposée au danger d'une agression russe, même la Pologne ne souhaite pas à ce stade envoyer des troupes. En revanche, ce qui a été dit, c'est que les États européens, les principaux d'entre eux, devaient augmenter leur capacité de défense, notamment par rapport au PIB, l'augmentation des parts des dépenses militaires par rapport au PIB. La Pologne en est par exemple à 4,5%. La plupart devraient aboutir à 2% dans les années qui viennent. C'est ce qui a été exigé par les États-Unis. Mais hormis cela, on ne voit pas exactement quelles pourraient être les garanties de sécurité accordées à l'Ukraine. L'envoi de troupes en fait normalement partie, mais ce n'est pas assez. Il faut qu'il y ait une discussion sur ce point. Est-ce qu'effectivement il y aura un envoi de troupes ? Ce serait en tout état de cause pour assurer le respect d'un éventuel cessez-le-feu qui pourrait être conclu cette semaine. Alors on peut se poser la question quand même, puisque là voilà, Donald Trump essaye de négocier sans les Européens, directement avec la Russie de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est aussi peut-être la faute, entre guillemets, à l'Union européenne qui n'a pas été capable d'être unanime, en tout cas sur la position à adopter sur l'Ukraine ces derniers mois ? Bien, évidemment, l'Europe, c'est 27 États membres, et on sait que depuis le début du conflit en Ukraine, l'Europe n'est pas d'accord, a eu des difficultés pour s'accorder sur une prise de position. Certains souhaitaient discuter avec Vladimir Poutine, d'autres étaient dans une position bien plus offensive. Je ne pense même pas, par exemple, à ce qui s'est fait par rapport à la Hongrie. Viktor Orban lui-même était hostile à toute action en faveur de l'Ukraine, ne voulait pas évidemment envoyer de troupes, en tout cas était partisan d'un dialogue avec Vladimir Poutine, des États plutôt proches de la Russie. En fait, l'Europe a bien été incapable au cours de ces 3 dernières années d'avoir quelque position commune que ce soit, et bien évidemment que Donald Trump en tire toutes les conséquences, notamment avec son envoyé spécial Keith Kellogg, qui est l'envoyé spécial américain pour l'Ukraine. Et ils ont une réflexion tout à fait symptomatique. Ils ont dit les accords de Minsk, ce sont des accords qui ont été négociés à plusieurs États, ça n'a jamais marché, on n'a jamais été capable de les respecter. Par conséquent, autant tenter de régler cette affaire entre 2 hommes, Vladimir Poutine et Donald Trump. Alors la situation inquiète évidemment. Eva, justement, vous avez une question à poser à Patrick. Bonjour Patrick, un conflit généralisé dont l'épicentre serait l'Ukraine, est-il à craindre ?
Oui, c'est vrai que quand on parle de garanties de sécurité pour l'Ukraine, en réalité, bien plus largement, ce sont des garanties de sécurité pour l'Europe de façon générale. Est-ce que l'Europe serait capable de se défendre face à une agression russe? Par exemple, Volodymyr Zelensky, le chef de l'État ukrainien, est en train de nous alerter en disant que la Russie pourrait nous attaquer dans les 6 mois qui viennent, éventuellement au cours de l'été, si nous n'avions pas une réaction importante. La question aujourd'hui, c'est est-ce que l'Ukraine peut être l'épicentre d'un conflit en Europe? Oui, c'est encore tout à fait possible, dans la mesure où si des États tels que la France, le Royaume-Uni ou d'autres envoient des troupes sur place, bien évidemment que ça pourrait dégénérer. Parce qu'il ne faut pas croire Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un menteur. Il dit éventuellement qu'il pourrait être d'accord sur un cessez-le-feu, mais tout pourrait déraper. Si la France, si le Royaume-Uni, d'autres États envoyaient des troupes et que le cessez-le-feu ne serait pas respecté, nous serions dans un conflit européen généralisé. Est-ce que ce que fait Donald Trump actuellement, comment est-ce que vous le qualifieriez? Est-ce que c'est une union de fait avec la Russie ou est-ce que c'est un abandon finalement de ce qu'il considère comme n'étant pas important pour les États-Unis? Écoutez, oui, je crois que non, ce n'est pas un abandon. Je pense que c'est une politique de puissance. Une grande puissance veut imposer sa paix à une autre grande puissance. Il tire les conséquences de l'impuissance de l'Europe. Et donc, c'est en quelque sorte le monde des grandes puissances sans le respect du droit international. Vous avez raison, il veut solder cette affaire. Mais en soldant cette affaire, il parle aussi aux électeurs américains. Il avait promis lors de sa campagne électorale qu'il solderait très rapidement ce conflit. Donc, il est en train de mettre en action sa stratégie, même si ça va prendre un peu de temps. Il veut montrer aux électeurs, avant, en tout cas dans les mois qui viennent, eh bien, qu'il aura définitivement réglé ce conflit directement avec Vladimir Poutine. C'est ce que vont faire les 2 délégations qui sont présentes en Arabie Saoudite aujourd'hui. C'est cela. Et ensuite, la priorité des États-Unis, très clairement, est ce qu'ont dit le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. La priorité des États-Unis aujourd'hui, ce n'est plus l'Europe. Ce n'est plus l'Europe, c'est l'Extrême-Orient, c'est la menace que représente la Chine pour le monde et pour notamment les États-Unis. Alors justement, vous parlez de l'Arabie Saoudite et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre aussi comment Riyad est devenu finalement un acteur central de ces discussions entre les États-Unis et la Russie, Patrick. Oui, écoutez, l'Arabie Saoudite, c'est un pion très important sur l'échiquier géostratégique dans cette région. C'est un pays qui peut constitue un véritable équilibre face à d'autres menaces telles que l'Iran, par exemple. C'est aussi un pays qui s'était rapproché d'Israël avec les accords d'Abraham. Donc on peut dire que les États-Unis considèrent que l'Arabie Saoudite, c'est un pion essentiel sur l'échiquier géostratégique régional. Mais c'est plus que cela. L'Arabie Saoudite, c'est aussi un pays, on va dire, neutre, entre guillemets, puisque, évidemment, ne reconnaissant pas la Cour pénale internationale, les éventuelles arrestations de dirigeants russes ne pourraient pas avoir lieu. Ils peuvent aller librement dans ce pays pour rencontrer d'autres personnalités, notamment américaines. Et enfin, c'est un pays avec lequel Donald Trump peut faire du business. Vous savez que Donald Trump, c'est un homme d'affaires, il peut faire du business, il exige des investissements en retour. Donc au final, c'est un pays qui présente tous les avantages pour les Américains, Donald Trump, notamment pour la stabilité, le business et puis d'éventuelles négociations futures. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve, je l'espère, très bientôt sur Radio J.